La Corée du Sud est un modèle qui fascine le monde entier. Beaucoup la considèrent comme un miracle économique grâce à son impressionnant développement depuis les années 1960. Aujourd'hui, elle est non seulement l'une des économies les plus avancées et influentes d'Asie, mais aussi une véritable puissance mondiale. De la construction navale aux technologies de pointe, en passant par la production automobile et la finance, la Corée du Sud a su s'imposer dans des secteurs clés à l'échelle internationale. Mais ce succès n'est pas le fruit du hasard. Comment un pays qui n'était qu'un champ de ruines après la guerre de Corée a-t-il réussi à devenir l'un des plus puissants au monde, tout en affrontant de nombreux défis internes et externes? La réponse ne se trouve pas simplement dans une gestion économique brillante, mais dans un ensemble complexe de facteurs historiques, géopolitiques et sociaux qui ont forgé son modèle économique unique. Pourtant, derrière cette réussite, de nombreuses questions demeurent. Est-ce que ce modèle peut durer? Et si oui, à quel prix? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la Corée du Sud, explorer ses défis actuels et comprendre ce qui pourrait freiner son ascension continue. Les racines du miracle sud-coréen. L'histoire de la Corée du Sud ne peut être réduite à une simple success story économique. Pour comprendre comment elle a évolué, il faut remonter à la fin de la guerre de Corée, en 1953. À cette époque, la péninsule coréenne était divisée entre le nord, sous contrôle communiste, et le sud qui se rangeait du côté du capitalisme. Ce qui est souvent ignoré, c'est que la guerre n'a jamais réellement pris fin. Bien que l'armistice ait été signé, les deux pays restent techniquement en guerre à ce jour. En réalité, le Sud n'est pas immédiatement devenu le modèle démocratique qu'il est aujourd'hui. Les premières décennies suivant la guerre ont été marquées par des coups d'État, des dictateurs autoritaires et des politiques économiques autoritaires. Ces années ont été une période de turbulence, où plusieurs gouvernements se sont succédés, souvent par la force, avec des élections douteuses et des cultes de la personnalité. Dans un tel contexte, le Sud semblait aussi bien parti pour devenir une dictature que son voisin du Nord. Leurs économies étaient au départ presque similaires, bien que la Corée du Nord ait bénéficié de ressources naturelles abondantes et de relations stratégiques avec l'URSS et la Chine. Les premiers avantages, l'aide internationale et la libéralisation. Le premier grand tournant pour la Corée du Sud a été l'aide massive des États-Unis. Dans le cadre de la guerre froide, la Corée du Sud est devenue un bastion contre le communisme en Asie. Non seulement les États-Unis ont fourni une aide militaire et économique, mais ils ont aussi apporté une expertise technique qui a permis au pays de se reconstruire plus rapidement. Aujourd'hui encore, la présence militaire américaine en Corée du Sud, avec plus de 24 000 soldats stationnés sur place, continue de jouer un rôle indirect mais crucial dans l'économie du pays. Mais ce n'est qu'à la fin des années 1980 que la Corée du Sud a véritablement amorcé sa transition vers un modèle de marché libre. À cette époque, les droits civils ont été rétablis, des élections honnêtes ont eu lieu et le pays a commencé à s'ouvrir au commerce mondial. Ce processus de libéralisation a permis à des géants industriels tels que Hyundai, Samsung, LG et Kia de se développer avec une aide active du gouvernement. Ce soutien étatique a permis à ces entreprises d'émerger comme des acteurs mondiaux majeurs. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que la Corée du Sud a réussi à s'intégrer à la mondialisation à un moment stratégique. Dans les années 1980, la Chine n'était pas encore le géant industriel qu'elle est devenue, et la Corée du Sud a pu se positionner dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme la construction navale, l'électronique et l'automobile, tout en bénéficiant de coûts de production relativement bas. Le jeu de la mondialisation, opportunité et concurrence. La mondialisation a joué un rôle crucial dans l'ascension économique de la Corée du Sud. En particulier, l'accord du Plaza en 1985, qui a permis au yen japonais de se renforcer, a ouvert la voie à la concurrence sud-coréenne dans des secteurs où le Japon dominait autrefois, comme l'électronique et l'automobile. Avec une main-d'œuvre encore bon marché et une expertise technique croissante, la Corée du Sud a su exploiter ce timing pour s'imposer. Le pays a également adopté une stratégie intelligente en se concentrant non seulement sur le bas coût, mais aussi sur la haute technologie et l'innovation. Samsung, par exemple, est désormais synonyme de haute technologie, mais l'entreprise a d'abord été soutenue par l'État, ce qui lui a permis de se développer rapidement.
Aujourd'hui, la Corée du Sud a dépassé le Japon dans certains domaines de l'industrie et la Chine, bien que très compétitive, peine à rivaliser sur des segments aussi sophistiqués. Les géants industriels, bénéfices et limites. Mais derrière ce succès, des défis considérables persistent. Les grandes entreprises sud-coréennes, connues sous le nom de chaebols, conglomérats familiaux, jouent un rôle central dans l'économie. Ces entreprises ont été l'épine dorsale de l'industrialisation du pays, mais elles ont aussi créé des monopoles puissants qui peuvent étouffer la concurrence et maintenir les prix élevés. Cependant, ce problème n'est pas aussi visible à l'intérieur du pays, car la Corée du Sud reste une économie orientée vers l'exportation. Un autre problème majeur est la concentration excessive de la richesse et du pouvoir au sein de ces chaebols. Ces entreprises dominent l'économie et offrent des salaires bien plus élevés que les petites entreprises locales. Cela crée une pression énorme sur les travailleurs, qui passent leur vie à essayer d'obtenir un emploi dans l'une de ces entreprises prestigieuses. Mais cette compétition féroce pour un nombre limité de postes dans des entreprises comme Samsung ou Hyundai détourne l'attention et les talents de la création de nouvelles entreprises et de l'innovation. De plus, ces grandes entreprises ont tendance à s'endetter massivement pour étendre leurs activités dans des secteurs à forte intensité de capital, comme la construction navale ou l'automobile. Cela engendre des risques économiques importants, en particulier en période de ralentissement mondial ou de crise financière. Vers un futur incertain, la Corée du Sud a un carrefour. La Corée du Sud se trouve donc à un tournant. Bien que son modèle économique ait été un succès, le pays doit maintenant relever des défis internes majeurs. La concentration de la richesse dans les chaebols a créé une société très inégalitaire, et le système éducatif, bien que performant, pousse les jeunes générations à entrer dans des entreprises gigantesques plutôt que de favoriser l'esprit d'entrepreneuriat. En outre, la situation politique du pays demeure instable. Bien que la Corée du Sud soit une démocratie, le spectre des coups d'État militaires et des régimes autoritaires n'est jamais loin. La récente déclaration de la loi martiale et les crises politiques qui en découlent montrent que, bien que le pays soit économiquement puissant, sa stabilité politique reste fragile. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment la Corée du Sud, au travers de ses hauts et ses bas, a réussi à se hisser parmi les grandes puissances économiques mondiales. Mais la question persiste. Son modèle économique peut-il résister aux défis du XXe et XXIe siècle? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, l'histoire de la Corée du Sud est un véritable enseignement sur les opportunités et les dangers de la mondialisation, ainsi que sur le pouvoir des politiques économiques stratégiques. La Corée du Sud est un exemple vivant de résilience, mais aussi un avertissement des dangers liés à la concentration du pouvoir et de la richesse. La question qui se pose maintenant est la suivante. À l'avenir, la Corée du Sud continuera-t-elle à briller comme un phare de prospérité ou devra-t-elle réinventer son modèle pour faire face aux défis du monde moderne?